Alors, Piré, ça veut dire plateforme. Alors, ça voulait dire plateforme interbailleur du réemploi. Maintenant, c'est en train de devenir interacteur du réemploi parce qu'on l'a lancé à l'origine, en fait, avec l'Union sociale pour l'habitat. Mais on est en train de l'ouvrir, justement, à la demande des bailleurs partenaires, justement, à d'autres propriétaires, comme les foncières privées, voire comme les entreprises, parce qu'elles ont, elles aussi, en fait, des gisements de ressources usagées à partager. Et donc, c'est une plateforme qui permet de partager des inventaires, notamment des diagnostics PMD réglementaires, mais pas que, et pour maximiser, industrialiser le réemploi entre bailleurs. Donc, on a lancé ça avec l'USH, mais là, on est en train de signer des conventions également avec ULI, qui est Urban Institute, qui est en l'Association internationale des foncières privées, et puis l'ADI, qui est l'Association des directions immobiliers, directeurs immobiliers, qui concerne en fait les entreprises qui sont soit propriétaires de leur propre patrimoine, pas des aéroports de Paris, Vuitton, etc., soit locataires des foncières privées, euh, principalement. Ouais. Donc l'idée, c'est de vraiment de constituer, on est en train de se produire la plus grande mine urbaine nationale de produits usagés qui peuvent être réemployés, reconditionnés ou dont les matières peuvent servir de matières premières secondaires pour être réinjectées dans les processus de fabrication des produits. C'est ça le principe de l'économie circulaire. D'accord. Voilà. Il y a une grosse réglementation aujourd'hui, de plus en plus, pas contraignante, mais précise, donc qui lutte contre le greenwashing, en fait, avec la loi AGEC, qui demande sur l'entité sur l'économie circulaire qui demande de faire du réemploi, qui rend les diagnostics PMD obligatoires. Et au niveau européen, il y a ce qu'on appelle la taxonomie européenne, donc il y a également le rapport extra-financier CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, donc qui a pour vocation justement de permettre à toutes les entreprises de plus de 250 personnes, etc., avec ces quelques critères, de pouvoir produire des rapports financiers extra-financiers qui doivent être mesurables et vérifiables, c'est-à-dire qu'ils seront audités par des commissaires aux comptes RSE, si je puis dire. Ouais. Donc on est en train, c'est ce qu'on appelle la finance durable, on est en train aujourd'hui de mettre au même niveau des indicateurs financiers qui sont vérifiés par des commissaires aux comptes tels qu'on les connaît, avec des indicateurs dits ESG, environnement, social et gouvernance, qui sont vérifiés par les commissaires aux comptes, donc ESG, donc des sociétés comme McKinsey, KPMG, etc. Donc des organismes tiers indépendants d'audit. Voilà. Et la partie importante, c'est pourquoi il y a tout ça qui émerge, c'est pour à marche forcée tendre vers la neutralité carbone d'ici 2050. Vous avez vu qu'on a déjà, voilà, on ne pourra plus tenir les 1,5 degrés, c'est officiel depuis cette année. Sur l'année 2023, on l'a dépassé malheureusement. Donc et donc, l'idée, c'est de pouvoir décarboner son patrimoine et le réemploi est un des axes qui permet de décarboner, mais pas que. Il y a aussi la manière dont on va éco-concevoir les bâtiments. C'est pour ça que j'étais intéressé par, quand vous parlez d'essais construction, on peut construire des bâtiments, on va dire, comme des banques de matériaux, c'est-à-dire prêts pour l'économie circulaire, donc on pourra récupérer facilement les produits en fin d'usage, ou au contraire, difficilement s'ils ne sont pas caractérisés, s'ils sont tous collés, etc. Donc, la conception du bâtiment aujourd'hui prépare le réemploi du futur. Le réemploi, ici, c'est plutôt par rapport au passé. Et là, c'est compliqué parce qu'on a des produits dont on a perdu les caractéristiques, qui n'ont pas forcément été conçus pour être démontés facilement. Donc, l'usage de Piré, justement, c'est de pouvoir rassembler l'offre et la demande de manière à avoir un volume tel qu'on peut optimiser le réemploi effectif des produits qui ont été diagnostiqués et inventoriés. Et puis il y a aussi la gestion du patrimoine existant, parce que voilà, pendant la vie du patrimoine, pendant la vie du bâtiment, il y a de la maintenance, il y a des petits travaux, donc il y a des produits quand même qui rentrent et qui sortent du bâtiment, donc il ne faut pas juste se préoccuper des rénovations ou des constructions, mais également du quotidien, si je puis dire. Donc c'est tout ça la décarbonation. Et donc tout ça, ça implique de bien connaître son patrimoine. Quand on fait une rénovation, ça veut dire faire l'inventaire, mais même quand on ne fait pas encore de rénovation, idéalement, et ce que nous professe beaucoup, c'est de caractériser le patrimoine existant. Sinon même, on ne sait même pas mesurer l'empreinte carbone, puisqu'on ne sait pas les produits qui constituent le patrimoine. Or, aujourd'hui, on a des informations sur les produits, donc si on connaît les produits et les quantités, on en déduit ce qu'on appelle le scope 3. En gros, c'est le carbone qui sert à la fabrication des produits et donc des bâtiments. Donc c'est toute une stratégie globale, en fait, très holistique, dans laquelle s'inscrit Pirelli. Ok, super. Ouais, c'est important de voir globalement. Sinon, en fait, il se passe que parfois, il y a certains bailleurs, sont rares, mais qui nous disent, ah ben moi, je fais les diagnostics PMD parce que c'est obligatoire
depuis le 1er juillet 2023. Maintenant, c'est dans la loi. Il faut que toute opération de démolition ou de rénovation significative de plus de 10 mètres carrés de SDP doit faire l'objet d'un diagnostic PMD. Donc, PMD, produit, équipement, matériel, déchets. Le dernier décret a précisé ce qu'on entendait par rénovation significative, puisque maintenant, par rapport aux éléments de seconde œuvre, donc il y a 7 catégories, ben, en gros, s'il y a 2 catégories parmi ceux-ci qui sont majoritairement remplacés ou détruits, et ben, du coup, ça devient une rénovation significative, ici la SDP supérieur à 10 mètres carrés. Le diagnostic est obligatoire, mais il y a quelques, heureusement, ils sont rares, bailleurs qui disent, ben, moi, je fais juste le diagnostic, donc en gros, je le paye, mais je suis pas très motivé pas spécifiquement motivé par le réemploi, parce qu'en fait, c'est pas demandé explicitement le réemploi. C'est le diag. Mais c'est un peu bête. En tout cas, séquence, et votre directrice l'a bien compris. C'est que voilà, l'idée, c'est de, si on dépense de l'argent pour faire un inventaire, c'est que derrière, ça va être source d'impact positif sur l'environnement et sur le budget. Je vous montrer quelques statistiques. Aujourd'hui, on fait de l'argent avec le réemploi quand c'est industrialisé. Et donc, l'objet du PRS, c'est de faciliter ça. C'est un petit peu le résultat de 6 mois d'expérimentation précédente qu'on avait eu courant 2023, enfin 2022-2023, avec l'USH et une vingtaine de bailleurs. En gros, qui disaient, bah, nous, on est OK pour répondre aux enjeux de la loi, décarboner notre patrimoine, sauf que bah, aujourd'hui, on fait du réemploi à petite semaine, on bricole. Donc, ce qu'on voudrait, c'est justement avoir un processus plus industrialisé d'économie circulaire pour maximiser le réemploi. D'où Piré. Et Piré, donc ça permet, on verra, de partager des gisements entre propriétaires fonciers, d'importer en masse des diagnostics PMD, des diagnostics ressources, quel que soit le nom, avec les photos, tout ça et compagnie, je montrerai. D'exprimer du coup, de pouvoir donc donner à des comptes à des gens qui vont pouvoir, et on verra lesquels, pouvoir donc consulter ce catalogue digitalisé, caractérisé de diagnostic pour estimer des besoins. Il y a l'IA dans la plateforme qui permet de faire des associations, des correspondances entre gisements et besoins. Et il y a aussi ce qu'on appelle une équipe, un ressource manager, donc une équipe de ressources management, un rôle que tient Psychia, qui permet justement de pouvoir, sur la base de ces correspondances automatiques, de proposer des écosystèmes de réemploi, de reconditionnement, et des négocier à travers la plateforme, et en fait de produire des informations qui sont, par décret, doivent être envoyées au CSTB en fin de chantier. Voilà. Donc ça, c'est les différentes phases en fait du diag du PMD. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais en gros, il y a 2 grandes phases. Il y a le diag, et puis derrière, qui doit être fait justement, et ça va être une méthodologie mis à disposition des entreprises consultées pour qu'elles puissent en faire quelque chose. Donc ça sert à rien de faire un diag si transmis ici. Et puis après, en fin de réalisation, un formulaire de récollement qui dit en gros, par rapport à ce qui était prévu, qu'est-ce que c'est devenu. Et l'un comme l'autre, ces 2 formulaires SARFA doivent être envoyés en fait au CSTB. Donc, ce que va faire la plateforme, c'est qu'elle va dire, en fait, nous, donc, on va récolter, donc, dans la plateforme, on va mettre des gisements issus du diagnostic, mettre à disposition, du coup, ces diagnostics auprès des personnes concernées, notamment les entreprises, pour qu'elles puissent déclarer des besoins, de pouvoir un petit peu faire un petit peu leurs courses. Et derrière, ça permettra de créer des écosystèmes qui permettront de faire baisser le CO2 dans leur cours. Voilà. Donc ça, c'est les 5 fonctions de base. Donc dans la plateforme Piré, il y a une fonction d'import qui en gros va importer les tableaux d'inventaire Excel sous format Excel, donc qui sont fournis par les diagnostiqueurs, des AMO de l'emploi, enfin, ou toute information dont dispose le bailleur ou la foncière. Donc c'est quoi le tableau Excel? C'est en gros un tas de lignes avec pour chaque ligne des produits, puis en colonne on va avoir les quantités, les unités, l'utilisation, le degré de démontabilité, le degré d'usure. Et puis on aura une colonne supplémentaire qu'on appelle, qui est l'identifiant d'un passeport. Un passeport, c'est là où on va trouver toute l'information environnementale associée au produit, je vous montrais tout à l'heure. C'est hyper important. C'est ça qui permet de nourrir nos algorithmes et de caractériser la performance environnementale du produit, ce qui permettra du coup de mesurer des économies carbone, des eaux économisées, etc. Du fait d'écosystèmes de réemploi, par exemple. Voilà. Il y a également un module qui s'appelle NOAA, qui est accessible aussi à travers Piré, qui permet aux personnes auxquelles les bailleurs partenaires donnent des comptes, et c'est illimité, en matière de déclaration de besoins. Donc, les personnes qui ont ces comptes-là, bon, ça peut être les foncières, les bailleurs eux-mêmes, les AMOR, les architectes, les entreprises, etc. C'est pour ça que c'est intéressant dans les cahiers des charges de dire, ben voilà, aux entreprises, vous pouvez accéder à Piré, on vous donne des comptes
pour pouvoir venir consulter le diagnostic que moi, séquence, j'ai rentré ou que mes collègues régionaux, et ils sont nombreux, SORA, ont rentré, pour que vous puissiez éventuellement répondre à enfin, vous rapprocher des objectifs que j'aurais mis dans mon cahier des charges en matière de taux de réemploi, par exemple. Et les Ouais, ouais. entreprises peuvent. Oui, vas-y. Non, 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 j'abondais dans votre. On facilite le travail de toute la chaîne, en fait. Et donc, ces gens-là ont accès à la fois à ce qui aura été importé, donc on va dire des gisements in situ par les entreprises et les foncières bailleurs partenaires dans Pirée, mais également dans NOAA, on donne accès, en fait, aux gisements ex situ qui sont proposés par des places de marché partenaires. Donc, il y a des places de marché, des espèces de bons coins, qui par ailleurs ont récupéré des produits qu'ils jugent réemployables ou qui les ont reconditionnés, qui les mettent sur leur site internet. On a accès en fait à ces gisements-là à travers le module Noah, je vous montrerai à travers un clic sur un bouton. Donc du coup, ça nous fait en fait d'empirer l'offre et la demande, ouais. Ce qui permet du coup aux algorithmes en fait de pouvoir travailler pour mettre en correspondance, par exemple, un gisement avec un besoin. Et les fonctions de la plateforme permettent aux ressources managers, en plus de pouvoir identifier logistique intermédiaire, de dépose, de collecte, de transport, etc. Alors, dans le cas de Pirée, dans l'option de base, on propose juste en fait un seul, ce que nous on appelle transformateur de base, qui peut être un transformateur, par exemple, de transport. Si on veut des choses plus compliquées, on verra après, c'est en option, puisqu'en fait, le coût d'abonnement, c'est 2500 euros par an, donc c'est très faible. Donc c'est possible grâce à l'automatisation du processus. Et ce 2500 euros qui est partagé entre les partenaires de Pirée permet de financer en fait un ressource manager. Ça marche comme ça en fait. Donc des petits prix, mais mutualisés donc dans le volume permet de pouvoir financer un ressource manager avec donc une activité qui va consister à proposer un écosystème, négocier avec les parties prenantes au nom, par exemple, du bailleur cédant, donc l'écosystème, avec les parties prenantes en termes de délai, coût, adresse de livraison, de destination, évidemment quantité. Et quand l'écosystème, en fait, donc tout le monde se met d'accord dans la plateforme, c'est-à-dire que on fait valider par chacun qu'on est bien d'accord sur les coûts, les délais, les quantités, etc. Et quand tout le monde est OK, bah, ça se passe, que ce soit la partie financière ou la partie logistique, se passe en dehors de la plateforme. La plateforme permet donc de pouvoir mettre autour de la table les parties prenantes, négocier pour se mettre d'accord, parce que c'est souvent ça qui fait défaut au réemploi. Il peut y avoir des gens qui ont peut-être des gisements, mais qui ne les réservent pas pour des gens qui ont véritablement des besoins, ou des gens qui n'ont pas vraiment besoin, qui ont juste une envie. Donc, ça veut dire que ça va donner du travail à celui qui est en amont, mais finalement, la personne ne peut pas forcément motiver en aval. Et puis aussi, une fois qu'on est d'accord sur le fait que oui, ça peut m'intéresser et que j'ai réservé le gisement, bien se mettre d'accord sur les, euh, les délais, les coûts et quantités, notamment si par exemple, du fait des temporalités, le besoin a lieu peut-être que dans un an et qu'il faut éventuellement stocker le gisement et ça peut être un coût. Donc, est-ce que celui qui est intéressé, qui a le besoin, est intéressé à prendre à charge le coût? Donc, ça permet d'avoir une transparence en fait sur tout l'écosystème d'acteurs et ça permet ensuite, une fois que tout le monde est d'accord, de suivre l'acheminement effectif des gisements, comme du courrier postal, jusqu'à celui qui a besoin, donc de générer donc automatiquement un bilan par écosystème de déchets évités, de CO2 évité, d'eau économisée et du bilan économique de l'écosystème. Donc en fait, au départ, c'est déclaratif en fait. Personne va regarder. C'est déclaratif au départ et après ça se concrétise en Disons que dépôt là, on va effective. voir. Ouais, c'est déclaratif au sens où effectivement on va déclarer des besoins, mais on va avoir des informations de qualité avec des photos, des informations sur la démontabilité, le degré d'usure du produit, etc. Qui fait qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Donc ça veut dire qu'on fait gagner du temps à tout le monde. Donc effectivement, on va déclarer des besoins. Et après, une fois qu'on est, alors si après on veut vraiment se déplacer pour vérifier, c'est possible évidemment. Si c'est pas forcément nécessaire, donc on négocie en fait dans la plateforme et après on passe au côté opérationnel. Ouais. Ok. Et donc, on a aussi les contributions, enfin les éléments contributifs pour les formulaires SAFA qui vont au CSTB. Concernant pour illustrer les logisticiens locaux, donc on a identifié pour l'instant un certain nombre, donc on est en train de le faire aussi pour l'Aura et d'autres régions. Donc en général, un logisticien local, régional, qui a particulièrement on va dire des actions logistiques intéressantes
en matière ici, par exemple, de collecte, de transport, de stockage, de reconditionnement. Donc, par exemple, ici, les gens-là, en fait, ils ont des camions hybrides ou électriques avec des camions double plancher, des petites bennes, en fait, donc qui permettent de faire du tri sur chantier, y compris dans des espaces restreints, urbains, et de pouvoir, comme il y a plusieurs, comme il y a un double plancher, de faire ce qu'on appelle de la rétrologistique, c'est-à-dire qu'ils vont d'un côté récupérer peut-être des bennes, de l'autre côté, en fait, livrer des produits. Donc, ça leur permet d'optimiser. Voilà. Et puis, ils ont aussi, en fait, donc, capacité, ces gens-là, de stockage, etc., de reconditionnement, même de certains types de produits. Donc, ça permet, nous, on propose ça par défaut. Mais après, s'il s'agit d'avoir une logistique, on va dire, plus compliquée, on va dire, bah, je veux ici un certain collecteur, ici un certain transporteur, ici un certain stockeur, voir ceux que je connais. Là, à ce moment-là, ça se fait en plus, je dirais, de ce qu'on propose de base. C'est en option. Et du coup, en fait, on peut créer des écosystèmes plus complexes que d'avoir un seul logisticien régional par défaut. Voilà. Ça, c'est la manière dont ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a à peu près une cinquantaine de bailleurs, donc bien sûr séquence. Donc voilà. Sur l'Île-de-France, vous avez vu que vous avez donc des gens, un logisticien qui est déjà disponible. Donc peut-être dans le cahier des charges, typiquement, on peut dire en fait, ben, on suggère d'utiliser ce logisticien ou équivalent, peut-être auprès s'il y a un DCE de déconstruction. Euh, donc pour justement utiliser du personnel qui va avoir, comme le voyait tout à l'heure, en fait, qui va avoir un impact moindre au niveau de l'indice construction, l'indice carbone du chantier, euh, et puis permettre d'avoir des logistiques, par exemple, de stockage. Donc sur l'île de France, on est bien fourni. Il y a pas mal aussi de bailleurs en fait partenaires. Donc on est en train aujourd'hui en plus de rajouter des foncières et des foncières qui commencent en fait à venir. Donc et les foncières elles sont vraiment très présentes sur l'île de France. Paris c'est le deuxième marché européen en matière d'immobilier privé. Donc voilà, donc on va encore plus élargir le stock de produits usagés réemployables. Et en plus, les foncières ont cet intérêt, c'est qu'elles ont des produits qui sont renouvelés plus souvent, donc qui sont de meilleure qualité que ceux qui sortent des bailleurs en général. Ouais, ouais. Voilà. Et donc on est en train, comme on l'a fait avec l'USA, d'établir des accords, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ULI pour les foncières et l'ADI pour les entreprises, pour vraiment augmenter le stock de produits réemployables ou reconditionnables. Voilà. Donc il y a un portail, il y a un portail évidemment qui est disponible. Donc ça je vous le montre, ça peut être intéressant. Il est là. Voilà, ça c'est le portail et c'est intéressant parce que justement il y a une partie méthodologie. Donc ça c'est pour accéder à la plateforme. Je peux vous en faire une démo dans quelques minutes. Ici on a la librairie de passeport dont je parlais tout à l'heure qui permet de caractériser. Donc bien moi. Qui permet de caractériser les produits qui ont été inventoriés. Donc, il y a à peu près 10 000 passeports. Donc, qui permettent de pouvoir associer dans le tableau Excel en question, vous savez, en face du produit concerné, de faire un copier de l'identifiant de ce passeport-là pour le coller dans le tableau Excel, ce qui permet du coup de pouvoir y associer tous les éléments qui constituent, par exemple, ici un passeport de moquette, où je vais avoir toute la composition, c'est des éléments toxiques, toxiques ou pas, C'est les donc, produits, du coup, c'est un catalogue de produits disponibles aujourd'hui. voilà, de passeport de produit, hein, tout à fait. Et ça sera une norme européenne d'ici 2027, à travers ce qu'on appelle des DPP, Digital Product Passport. Donc, donc, on est en train de mettre notre librairie qui existe depuis 2019, 2016, mais on va commencer à constituer à partir de 2016, à disposition, en fait, des fabricants et de l'Union européenne, en fait, justement, dans la perspective de ce standard DPP. Ouais. Et là-dessus, on va trouver, par exemple, vous avez dû entendre forcément parler des FDES, on appelle aussi des EPD au niveau international. Donc, ça, c'est synchronisé avec les bases de données internationales, nationales et internationales, avec lesquelles on va avoir l'information sur le carbone, l'eau, l'énergie, qui a servi à fabriquer le produit, par exemple. Donc, ça, c'est l'information qui permet de faire des calculs dont je parlais tout à l'heure, en termes de bilan carbone, par exemple, ou eau, de chacun des écosystèmes. D'accord, mais cette banque de données là, de 10 000 produits, ce sont des produits qui sont disponibles aujourd'hui, quoi, qui sont sur la plateforme?
enfin, ils sont disponibles chez les fabricants. Hein. Ah oui, c'est ça, chez le fabricant. OK. Mais par contre, là, ça, c'est le passeport, en fait. Rentré d'ailleurs, ce sont les fabricants qui mettent, par exemple, ici Target, qui mettent à jour leurs produits, leur passeport, qui caractérise du coup, qui disent si le produit est certifié Crédit D'accord, à mais ça quel n'a rien à voir niveau. avec le réemploi, en fait. Ça, c'est une banque de données à part, quoi. Voilà. Mais, OK. côté, par exemple, pour cahier des charges Oui, construction, oui, non, mais c'est très important, oui. voilà, ce qui voulait dire, en fait, utiliser des produits sains et bas carbone, et vous pouvez les renvoyer vers cette librairie-là. C'est possible, hein, ils peuvent y accéder. Pour le D'accord, coup, OK. à cette adresse-là, sur Piré, autant il faut un compte séquence, par exemple, ou partenaire de séquence pour se connecter à la plateforme, autant là, n'importe qui peut y accéder. Ouais, donc c'est public, c'est un accès public. Ouais. D'accord, bah super. Donc ça aide. Alors ça aide à la fois effectivement pour les produits neufs, pour l'éco-conception, mais ça aide aussi pour les produits issus du réemploi. C'est-à-dire que là, j'ai ce qu'on appelle aussi des passeports génériques. Et les passeports génériques, voilà, il y en a à peu près 1500, je crois. Là, on a des données, ce qu'on appelle les données environnementales par défaut, c'est-à-dire qu'on n'a pas, je prends par exemple ce Ouais, retour ouais, ouais, vitré, c'est moins bien. Ouais, ouais. comme on n'a pas la référence du produit, on va utiliser en fait voilà, un produit générique où il y a moins d'informations. On ne sait pas s'il est toxique ou pas. On ne sait même pas en fait s'il y a du réemploi. Enfin là, comme il y a du métal, on sait qu'il y a un certain taux de réemploi. Mais on a toujours au minimum les données environnementales par défaut qui concernent le carbone, l'eau, l'énergie. Ouais. Donc ça permet, même quand un diagnostiqueur fait un diagnostic avec des produits dont il a perdu la référence, en utilisant le passeport générique associé au produit, ben, d'associer malgré tout un passeport au produit. Voilà. La documentation, c'est aussi intéressant parce qu'on va y trouver, ça c'est des choses qu'on a construites au fil du temps nous-mêmes et plus récemment encore, on l'a renforcé avec le partenariat LSH et les bailleurs qui ont contribué. Donc, on va trouver des clauses dans les CCTP pour les maîtrises d'œuvre des constructions ou pour les entreprises de démolition ou pour les entreprises de construction. Donc, ça peut vous aider dans Ouais. votre travail, donc sûrement de niveau support et cahier des charges. Là, on a le tableau d'import des diagnostics que l'on que l'on que l'on conseille aux diagnostiqueurs. Donc, ça peut être attaché en fait, ça peut être attaché par exemple à une consultation. On leur donne le tableau Excel en disant voilà ce qu'il faut rentrer. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a aussi un guide qui est associé, qui permet de dire comment remplir le tableau, mais également qui permet de pouvoir harmoniser. Parce que si vous avez par exemple plusieurs diagnostiqueurs, parce que séquence c'est un grand groupe sur différents bâtiments, et bien là en fait on va leur dire comment travailler de manière harmonisée. C'est-à-dire quand un diagnostiqueur va dire ben moi j'estime que ce produit-là il est un peu usé ou très ou juste usé. Ici dans ce guide-là, bon, il y a des astuces, mais il y a aussi des catégories, des harmonisations de qu'est-ce que c'est quelque chose d'usé, quel niveau il faut mettre selon le type de produit, qu'est-ce que c'est un produit facilement ou difficilement démontable. Donc, quelle photo il faut prendre en fait pour pouvoir être ensuite importé en masse dans la plateforme. Parce que comme on est à distance, il faut être sûr qu'on a les bonnes photos. Donc, par Ben exemple, oui. là, par exemple, on donne des astuces voilà, qui doivent préciser. Donc, c'est des retours d'expérience qu'on partage même si eux-mêmes ont évidemment leurs propres compétences. Et après, au niveau des photos, par exemple, on leur dit comment. Donc là, on leur donne le template pour le tableau en question, voilà, avec des exemples, ce qui est obligatoire à rentrer, etc. Ici, on leur dit comment le remplir, voilà, par exemple. Et puis, on leur dit, par exemple, les photos qu'ils doivent prendre. Donc, par exemple, on leur dit, bah, prenez 3 photos, le produit dans son environnement, le produit lui-même, et puis ses modes de fixation, par exemple. Donc, des informations qui ensuite seront importées automatiquement. Donc, ils mettront le lien URL des photos, et ça sera importé automatiquement dans Ah ouais. Pirate, ouais. Donc ça, c'est-à-dire on aide en fait vraiment à travailler sur, on va dire, l'industrialisation du réemploi. Donc on aide à faire un inventaire intelligent, à bien déclarer des besoins, côté ceux qui vont déclarer des besoins, et puis il y a des clauses en fait qui vont permettre de pouvoir justement des méthodologies de déconstruction circulaire pour favoriser le réemploi, de construction circulaire pour favoriser le réemploi du futur. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Là aussi, c'est un accès gratuit, enfin, c'est un accès c'est ouvert, c'est-à-dire que vos prestataires dans vos consultations n'ont pas besoin d'avoir un compte pour ça. Ils peuvent très bien y accéder via cette adresse-là, donc pour consulter les passeports
passeport ou consulter la méthode, les documents. Là, par contre, pour accéder à Piré, donc, qui est ici, je vais vous montrer, il faut un compte. Ouais. Alors, l'usage de Piré, je vais y revenir. L'usage de Piré, c'est le suivant. C'est qu'en gros, il y a un référent Piré. Alors, je ne sais plus qui il est chez Séquence. C'est la personne un petit peu qui est… Mélanie Sibert, je crois. Mélanie Sibert, exactement, Mélanie Sibert. Tout à fait. Qui est la personne qui va en fait, en gros, être un petit peu le community manager, si je puis dire, le correspondant de Psychlia et aussi le community manager des partenaires voilà, satellites de séquences qui vont permettre les uns de diagnostiquer, donc les autres de déclarer des besoins. Oui. Donc, la manière dont ça marche, c'est que, en gros, il y a un ressource manager Psychlia qui est tenu par Psychlia. Les diagnostiqueurs nous envoient le tableau Excel et le complètent par l'identifiant du passeport qu'on a vu précédemment, ce qui nous permet à nous de pouvoir importer en masse les gisements. Par ailleurs, les bailleurs, les entreprises, les foncières, donc reçoivent un seul compte, qui est le compte qu'on appelle responsable besoin, qui leur permet de créer des sites destinataires, où est-ce qu'il va y avoir du réemploi, de pouvoir consulter les gisements pour déclarer des besoins, soit ciblés en disant je veux, je sais pas, cette table ou je veux une table en bois, donc des besoins plus génériques. Et une fois qu'on a donc l'offre en gisement et puis les besoins, donc la demande, c'est là où le ressource manager, aidé de l'IA, de la plateforme et des fonctions, va créer des écosystèmes, comme on parlait tout à l'heure, des négociations. Oui. Donc on a simplifié au maximum les choses. Et pour vous montrer à quel point c'est simple, là, si je vais sur Piré, donc ça veut dire que je suis rentré comme ça, je me suis connecté ici. Donc là, je suis sur Piré, là, je suis sur le compte ressource manager. Pour montrer un petit peu, en fait, toutes les personnes aujourd'hui qui sont… donc, il y a à peu près 300 personnes aujourd'hui qui ont des comptes. Ils sont tous là, en gros. On peut aussi chatter, il y a des systèmes de chat. Donc, voilà, ça permet de pouvoir aussi chatter entre personnes. Donc, ça contribue aussi à créer du lien entre les acteurs intéressés. Et on va y trouver aussi bien les bailleurs partenaires et les personnes chez vous, mais aussi les prestataires que vous aurez parrainés ou les partenaires que vous aurez parrainés. Parrainer, ça veut dire que en fait, vous dites ouvrez leur compte parce que c'est eux qui vont diagnostiquer ou c'est eux qui vont déclarer des besoins, etc. Oui. Aujourd'hui, ils ont aussi déclaré tous ces bailleurs partenaires, en fait, les sites émetteurs de gisements. Oui, donc il y a à peu près il y a 36 sites qui ont été déclarés, ça fait à peu près, ça fait plus de 500 000 m² aujourd'hui. Donc, c'est tous les sites émetteurs. Au début, ça a été fait pour séquence, bien sûr. Il y a une petite étape de onboarding. On demande de remplir un tableau Excel dans lequel on récupère les sites émetteurs, les personnes auxquelles il faut ouvrir des comptes, etc. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, du coup, comment ça marche derrière? Donc, nous, en tant que ressource manager, on va importer donc le tableau Excel qui est communiqué par le diagnostiqueur, tout simplement. Donc, on va ensuite l'importer. Ça va nous donner donc des tas de gisements. Vous voyez, donc là, on a tous les sites qui ont été importés. Voilà, donc il y a les 36 sites en question qui sont là. Vous voyez, donc voilà. Je sais pas si séquence a déjà… Pas l'impression. Ou peut-être qu'ils n'ont pas mis le nom. Bon, apparemment, il n'y a pas encore de gisement séquence, ça n'a pas été encore entré. Voilà, donc on a ici donc là, donc ça c'est au stade d'importation. Donc par exemple, si on regarde cette moquette en dalle, on va transformer donc on récupère donc la photo principale de la moquette en question. On a le passeport qui a été associé par le diagnostiqueur, donc du coup qui est un passeport générique. C'est de la dalle, c'est pas du rouleau, donc c'est un passeport générique puisqu'on n'a pas, il n'a pas la référence de la moquette. Il y a un petit résumé du passeport ici. On a donc le site de l'utilisation. Donc là, on est à Bordeaux, chez Domo France. Et puis, on a l'information sur le gisement, donc la quantité, la disponibilité. Bon, c'est disponible depuis quelques jours et pendant 2 mois. Oui. Donc, c'est issu de chantier, donc c'est un produit qui va être déposé et qui est réemployable, qui est déjà séparé, ça veut dire qu'il peut être déjà stocké quelque part et qui est légèrement usé. Voilà. Intègre, sans tache ni trou. Donc, toute information qui va permettre, en fait, finalement, il y a aussi
des Ouais. photos secondaires. Toute information qui va pouvoir être à distance sans se déplacer, dire ah ben c'est pas mal, ces dalles-là, elles ont l'air vraiment, vraiment Ah ouais. sympa et vraiment neuves. Ben j'en veux. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on va exprimer des besoins. Mm. Voilà, donc là, on est sur la partie gilement. Si on me donne un compte responsable besoin, je vais pouvoir créer des besoins. Donc là, je suis chez le ressources manager, donc il n'y a pas de besoin, parce que donc, il n'y a pas de besoin pour vous. Mais par exemple, je vais aller sur un autre compte. Euh, j'ai ouvert tout à l'heure, voilà. Là, je suis chez un architecte qui s'appelle Appia, qui lui, en fait, a créé un certain nombre de besoins. Alors, comment ça se passe Ouais, pour déclarer des besoins? ça, c'est bien. Il y a des architectes qui ont créé des besoins. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait, exactement. C'est pour ça que votre rôle est hyper important. En fonction de ce qu'on va mettre et le ressource manager est là Ouais, aussi donc en pour fait, vous on aider. pourrait prévenir, on pourrait le mettre, on pourrait prévenir les architectes aussi. C'est ça. Et leur dire, allez voir dans Piré, on vous ouvre des comptes et on a des exigences de réemploi. Ben, regardez ce que vous pouvez utiliser. Peut-être les dates de moquette de chez Domo France, là, qu'on a vu précédemment. Là, par exemple, en l'occurrence, alors là, c'est du réemploi interne. Ils ont fait, là, c'est sur un site de I3F, il y a des panneaux qui ont été démontés. Et là, c'est du réemploi in situ. Mais ils l'ont déclaré quand même dans la plateforme. Oui. Comment ça se passe pour déclarer un gisement? C'est que, Ouais, mais à travers là, le compte, c'est les oui, besoins. Donc là, ils déclarent que eux, ils ont besoin de ça. C'est ça, si c'est les c'est besoins. ça. Exactement. Exactement. Tout à fait. C'est effectivement ce qu'il déclare. Tout à fait. Et donc, comment ça se passe le processus? Comme je disais tout à l'heure, en fait, voilà, les bailleurs, les foncières et partenaires, architectes, AMO Réemploi auxquels vous avez demandé d'ouvrir des comptes ont un compte responsable besoin comme Appia précédemment. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, à travers ce compte responsable besoin, ça, ils vont accéder donc aux gisements qui sont disponibles aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a près de 1000 gisements sur 16 sites. Ouais. Donc par exemple, sur Paris, si on veut voir ce qu'il y a comme gisement sur Paris, si par exemple je m'intéresse à des produits qui sont jugés réemployables, ouais, si je m'intéresse à des produits qui sont comme neufs, voilà, il y en a moins. Si je m'intéresse à des produits peut-être qui sont comme catégorie de produits, je sais pas, des produits type euh, ascenseur, je suis pas sûr qu'il y en ait, on va dire chauffage, bah, j'en ai pas, mais peut-être que là j'en ai des produits qui sont légèrement usés sur Paris. Oui, donc j'ai des chauffages, etc. Donc ils peuvent permettre de faire une recherche cartographique, une recherche avancée, aussi regarder sur la date de disponibilité et tout ça. Et donc ça va permettre à un moment donné de déclarer un besoin. Donc, voilà, ben, ce éditeur de fonte là, il m'intéresse. Donc je vais déclarer un besoin, par exemple. On va faire l'exercice entre nous, hein. On a un peu de temps. Euh, voilà. Mettons que c'est moi qui ai un besoin. Je récupère automatiquement le passeport du radiateur. Ça me permettra de nourrir les algorithmes et puis de faire des calculs. Et peut-être que je vais dire en fait que je veux un radiateur. Et j'en veux un précisément, et je le veux aujourd'hui, mais je suis flexible sur la date. Oui, donc on rentre toutes les conditions et je veux que ce soit livré sur mon site au siège, par exemple. Voilà. Que j'ai rentré préalablement quand je crée mon compte. Et voilà. Et je crée en fait mon besoin. Ouais. Aussi bête que ça. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, on va dire, approvisionnent Piré, diagnostiqueurs, etc. Et puis il y a des gens, comme moi ce que je viens de faire à l'instant, qui expriment des besoins. Donc sur ce radiateur-là, c'est là ce qu'on appelle un besoin ciblé, puisque c'est ce radiateur-là que j'ai ciblé. J'aurais pu faire une recherche sur un passeport de radiateur. Je veux un radiateur. Ouais. Donc voilà. Donc vous voyez comment en fait, d'un côté j'ai le gisement caractérisé, de l'autre côté je crée mes besoins. Et derrière le ressource manager, donc ça c'est interne à la Psychia pour le compte de toutes les parties prenantes, qui a un rôle qui s'appelle responsable écosystème, qui a une vision globale, c'est-à-dire qu'il y a une vision cockpit qui voit tous les gisements, qui voit tous les besoins qui ont été créés, etc. Qui a aussi accès à des milliers de transformateurs dont je parlais tout à l'heure en fait. Donc, je parlais tout à l'heure de Boitix, donc on a 1500 transformateurs partenaires qui peuvent être associés à ces écosystèmes dont je parlais, surtout quand on est en mode option ou on va être dans une vision systémique plus précise. Voilà, donc là, il y a à peu près. Voilà. Et donc, de toute nature, et ce qu'on appelle par transformateur, c'est aussi bien des gens qui font du recyclage, du tri, du transport, du contrôle, du compostage, du stockage, de la dépose, de la réparation, etc.
Donc c'est vraiment, vraiment complet et ça s'enrichit évidemment tous les jours. Et ce qui se passe aussi, c'est que donc j'ai aussi de l'IA qui me permet, en fait, c'est un peu comme Google, c'est-à-dire chaque fois qu'on crée des besoins ou des gisements, on va les indexer. Et donc ça permet rapidement par exemple, de dire, bah oui, il y avait un besoin radiateur, celui que je viens de créer. Comme c'est un besoin ciblé, c'est facile, hein, il match avec le radiateur en question. Mais parfois, par exemple, ici, à Boitique, ils ont dit, bah, nous, on cherche des guides d'ascenseur de manière générique. Et donc, il y a, par exemple, 8 gisements à différents endroits, donc près de Bordeaux, dans le 59, donc près de Dunkerque, etc., sur Paris, qui vont matcher avec le gisement en question. Ouais. Et du coup, ce que fait le ressource manager, pour le compte de ces parties prenantes-là, il va créer un écosystème dont je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire, bah, tiens, il y a un radiateur ici. Le besoin, c'est ce que j'ai créé tout à l'heure. C'était quoi? C'était une pièce. OK. Bah, du coup, je vais aller sur mon stock. Il y a 8 pièces. Je vais en prendre une. Ouais. C'est vraiment la gestion de stock. Je vais le collecter aujourd'hui parce qu'il voulait aujourd'hui. Et puis, je vais prendre juste un transporteur. Donc, je vais aller chercher, par exemple, camion, par exemple. Ouais, je prends un transport, celui-ci, par exemple. Ouais. Et je crée mon écosystème comme ça, en fait. Ouais, et ça, tout ça, vous en occupez pas, c'est le ressource manager de Piré qui fait ça, donc c'est nous qui faisons ça pour le D'accord. compte des parties prenantes. Hein. Ouais. Mais c'est pour montrer qu'en fait, derrière, c'est ça qui permettra. Donc, du coup, on va le livrer, par exemple, aujourd'hui. La distance, donc, est calculée automatiquement, d'accord, entre le lieu du gisement et le lieu du besoin. Et peut-être pour le transporteur va dire, moi, ça coûte 100 € de transporter. Ouais. Mm. Ouais. Et du coup, moi, je vais faire en fait en tant que ressource manager pour le compte de celui qui est le bailleur qui a le gisement. Et compte tenu du coût que ça coûte 100 €, je vais faire une offre en fait à celui qui a le besoin. Peut-être, je lui dis, bah, tiens, je vais juste payer le coût du transport et ça suffit. Euh, et vous voyez, d'ailleurs, en un clic, du coup, je vais avoir apparemment, ça fait 100 kilos. Donc, les 100 kilos de déchets évités, le bilan CO2 en fait évité qui résulte de la non-fin de vie du radiateur en question, de la non-refabrication du radiateur auquel on rajoute donc le CO2 lié au transport. Bon, c'est pas grand-chose puisqu'on on est que sur Ouais. 21 km. L'eau économisée et le bilan économique qui est nul entre ce que ça coûte d'un côté et ce que ça rapporte de l'autre. Donc là, on a identifié un écosystème. Ensuite, il faut se mettre d'accord. D'accord. Il faut se mettre d'accord en fait et demander validation aux parties prenantes pour être sûr que lui va bien réserver le gisement, etc. Donc les Ouais, personnes vont être, ouais, les personnes vont être notifiées. Hein. Donc, le propriétaire de ressources ici va recevoir une notification par rapport à son radiateur. Bon, il va regarder le détail, puis il va valider. Ouais. Donc, très ergonomique, hein, comme vous voulez voir, c'est très simple. Et ça permet petit à petit de pouvoir, voilà, le logement est réservé. Donc, ça veut dire aussi, si je vais côté celui qui a le besoin, on va aussi l'informer, il va recevoir des notifications. On va lui dire, tiens, ton besoin est publié dans un écosystème maintenant. Il n'est pas juste publié, quelqu'un est intéressé par ton besoin est ouais, répondu dans le cadre d'un écosystème qui est en cours de négociation, il n'y a pas encore une offre, mais en tout cas, ça informe du fait que ça intéresse quelqu'un. Et si par exemple on continue dans notre approche, en fait, je vais rapidement, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais ça donne une idée. Vous voyez, donc pareil, il va recevoir le transformateur, le transporteur à notification, donc je valide manuellement ici. Et du coup, comme tout l'amont est validé, je peux demander en fait une validation euh, à celui qui avait le besoin. Oui, pour être sûr, voilà, maintenant, je te confirme que tout est réservé, les prix, machin, donc je te fais une offre ferme. Et celui qui a le besoin, donc je reviens sur le contrôle sur le besoin, va recevoir voilà, une offre. Oui. Bon, il y a une offre pour ton besoin. On te demande de la valider. On va voir l'offre. On va dire, je voulais une pièce, on m'en donne une, et ça me coûte 100 €. Et ce serait bien livré à telle date, à l'adresse que j'avais indiquée précédemment. Et je peux valider, ou je peux refuser, ou je peux négocier. Je peux dire, là, c'est trop cher, 100 €, etc. Donc, où je peux valider. Et à partir du moment où je valide, en fait, on passe en mode suivi. C'est-à-dire que là, ça se passe en dehors de la plateforme. Hein, c'est pas... Et par contre, le bailleur va dire, oui, on m'a bien enlevé la personne qui travaille pour le bailleur, on m'a bien enlevé mon radiateur. Donc, je vais le confirmer. Alors, pareil, il reçoit une notification, là, je l'ai fait manuellement. Il va dire, oui, on m'a bien enlevé une pièce.
Par contre, la date, c'était, on me l'a pas enlevé le 9, on me l'a enlevé le 12, et le prix, ben, ça ne m'a pas coûté plus cher, donc je confirme. Ouais. Et donc ça va venir en déduction, ensuite je ne le fais pas, ça va venir en déduction des stocks qui sont gérés dans la plateforme. Ouais, ouais. Ouais. Bon, Non, non, j'arrête tout bah, ça, j'efface mes traces, parce que sinon, je vais me faire gourder par le ressource manager. Donc, je vais supprimer l'écosystème. Voilà. Et je vais aussi supprimer le besoin. On se demander ce qui se passe. Voilà. Bon, oui, on va passer en mode publié parce que je supprime l'écosystème. Et je supprime ouais, ouais. l'écosystème. Voilà. Voilà. Donc, j'ai effacé mes traces. Vous voyez Ok. comment ça fonctionne en fait. C'est, Ouais, ouais. voilà. Aujourd'hui, donc, il y a, je vous montrais tout à l'heure, il y a 36 sites émetteurs, à peu près, il y a un peu plus de 500 000 de SDP correspondantes, il y a un certain nombre de comptes utilisateurs. Il y a près de 1000 gisements, donc ça fait quelques dizaines de milliers de produits. Hein, parce qu'un gisement, ça peut être plusieurs pièces. Ici, par exemple, il y a 1300 portes sur 6 sites. Ça, c'est les produits qui sont les plus recherchés aujourd'hui, des équipements sanitaires, des revêtements de sol, des portes, etc. Ça peut aussi vous aider sur l'information dans vos exigences en matière de réemploi, parce que vous savez qu'il y a des Ouais. choses qui sont plus ou moins disponibles. Donc, voilà. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Hein. Un de nos premiers clients, c'était Domo France, qui fait partie du groupe Action Logement, donc qui est le premier bailleur de Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils travaillent depuis notre plateforme, mais en interne. Donc, c'est les mêmes fonctions, mais pour leur écosystème interne. Et ils ont commencé à l'époque, fin 2021, ils étaient à 2,5% de réemploi en masse. Maintenant, ils sont à 23%, maintenant plus. Et ils font de l'argent, c'est-à-dire tout ce que ça coûte en amont. Alors, il y a un surcoût sur le site émetteur, mais il y a des économies sur le site récepteur. Ouais. Ils ont calculé que ça faisait gagner par logement entre 180 et, dans le meilleur des cas, 800 euros par logement du fait du différentiel entre le surcoût et l'économie. Donc, quand on industrialise le réemploi, ça marche. Quand on a beaucoup de données, en fait, ça marche encore mieux. Quand on a beaucoup de gisements, quand on a beaucoup de demandes, ben, ça permet statistiquement que l'offre rencontre mieux la demande. Voilà. Donc, on a un certain coût. Et donc, pour les bailleurs, pour les adhérents de l'USH, ADI, etc., donc c'est 2500 euros par an, l'abonnement annuel. Ça inclut un nombre limité de sites émetteurs, de sites récepteurs, un ressource manager qui fait toutes les fonctions que je vous ai montrées à plein temps. En réalité, c'est une équipe qui permet d'importer, de superviser les besoins, de faire des propositions d'écosystèmes, etc. Je l'ai dit précédemment. Et voilà. Et oui, il y a aussi, dernière chose qui est important, c'est aussi un club, c'est aussi en fait un lieu d'échange et de formation. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que l'équipe de ressources management contribue à communiquer et à former les parties prenantes. Donc, si vous avez des questions par rapport aux clauses, par rapport au cahier d'échange, etc., ben, il faut contacter le ressource manager. Donc, c'est pierre@topcycler.com, le contact. Et puis donc, il y a régulièrement des webinaires comme celui que je tiens aujourd'hui, enfin, pas comme celui-ci, là, c'est plutôt un webinaire découverte, mais il y a des webinaires de formation pour les acteurs qui sont sources de gisement et pour les acteurs qui sont sources de besoins, donc toutes les 2 semaines. Il y a un premier club qui s'est tenu donc chez Habitat 76 en janvier, il y a à peu près 80 personnes en visio, et le prochain club, on ne sait pas, il se tiendra peut-être chez Séquence en mars-avril prochain. Ok. Voilà, on a fait le tour. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, ça vous paraît plus clair? Oui, 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 oui. Non, c'est très, très intéressant. Super. Voilà. Bon, Eh ben, bien, je suis désolée, hein, ma caméra, je ne sais pas comment elle marche, donc je vous souhaite une bonne journée en tous les cas et merci, merci. oui, bonne journée. Au revoir. Au revoir.